clairement, effectivement. Et ce qui est scandaleux, c'est les salaires, on est d'accord. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme ou une femme serait rémunéré à 19 millions au salaire annuel, plus encore une fois 40 millions de primes. Je dis, c'est pas possible. C'est pas digne. Voilà. Et ça, il faut le corriger. Dans l'éducation de la société, Marine Le Pen s'est payée grâce à avoir de l'argent assez pour vivre. Ben oui, bien sûr. On a la pauvreté qui a augmenté en France, il faut le dire. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que dans la nation la plus riche, qui est l'Allemagne, le taux de pauvreté a grimpé de 10 points. Et là, je me dis, mais comment est-ce possible? Quand je suis la nation la plus riche d'Europe, et je vois que mon taux de pauvreté grimpe. Donc, on a des choses à corriger. C'est tout à fait évident. On a des choses à corriger, mais c'est pas à coup de référendum. Évidemment, c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop systémique, parce que si je bouge quelque chose là, j'ai des répercussions tout à fait de l'autre côté. Si nous, on dit, ouais, le SMIC, c'est super, il est même, pour l'instant encore, mais ça va plus être le cas dans quelques mois, supérieur au salaire minimum allemand, ben, il faut voir aussi que pour notre économie, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout, parce que nous avons trop de travailleurs au SMIC. Trop de travailleurs au SMIC. Ça veut dire qu'on a écrasé l'échelle des salaires, voilà, tout simplement, parce que ce SMIC d'entrée est sans doute trop élevé. Voilà, donc il faut discuter un certain nombre de choses. C'est tout à fait évident. Donc il y a des choses à faire. C'est sécuriser la démocratie. Deuxième chose, il faut que la paix soit revenue sur le continent. C'est clair. En Ukraine, c'est évident. Il ne faut pas que ça aille plus fort. C'est tout à fait évident que M. Poutine a perdu la guerre, déjà. Parce que quelles sont les conséquences? Il va pousser de ce qui reste de l'Ukraine vers l'Occident. Parce qu'il ne va pas tout occuper l'Ukraine, c'est pas l'intéressement. Ouais, non, toute la façade maritime. Toute la façade maritime. C'est pour ça que Odessa n'est pas sauvée. Pour l'instant, il a quand même concentré son armée sur. Oui. Parce qu'il a un rendez-vous avec le peuple intermédiaire de 9 mai, pas pour la fête de l'Europe, hélas. non, parce que pour eux, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, c'est normalement le 7 mai à Reims. Je dis ça pour Jean-Van Ardelen. Voilà. Mais ça, on a oublié aussi. Maintenant, il paraît que c'est le 8 mai. Voilà. Et chez les Russes, c'est le 9 mai. Voilà. La concorde européenne. Voilà. Donc là, il y a un rendez-vous avec le peuple. Chez les Russes, c'est très important. Effectivement. Et donc, il faut qu'il affiche quelque chose. Voilà. Donc, il va afficher une victoire sur le Donbass. Mais la guerre ne va pas s'arrêter. La guerre ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Il va contrôler à terme, du moins c'est son objectif, toute la façade maritime de l'Ukraine. Comme ça, il contrôle tout le pays. L'Ukraine qui n'a plus. Et Mariupol, c'est un truc complètement fou. Ce n'est pas un port stratégique, contrairement à ce que vous disent les journalistes. Mais non, parce que Mariupol, c'est sur la mer d'Azov. Et la mer d'Azov, elle est contrôlée par les Russes. En plus, ils ont construit un pont qui font que les gros bateaux ne passent plus. Parce qu'ils ont construit un pont de chez eux en Crimée. Ben oui. Poutine, là, il doit inaugurer un grand pont il y a 2 ans. Ce qui fait que les gros cargos ne passent plus. Donc ce n'est plus un port stratégique. Et moi, ce que je reproche au président Zelensky, c'est qu'il n'ait pas déclaré la ville de Mariupol comme ville ouverte, qui est une procédure que nous connaissons depuis longtemps, depuis le haut Moyen-Âge, où quand on veut sauver les civils, la structure urbaine, etc., on dit ville ouverte. Ça veut dire que nous, on ne combat plus, et toi, tu ne combats pas. Voilà. Et in fine, contrôlera la ville ouverte celui qui gagne la guerre. Voilà. On aurait pu le faire pour Mariupol. Mais là, l'orgueil nationaliste de M. Zelensky et de beaucoup d'Ukrainiens ont fait qu'ils ont fait massacrer des civils inutilement, ils ont détruit la ville inutilement. Moi, j'espère que Odessa, ils ne vont pas faire la même chose, parce que Odessa, c'est un joyau du patrimoine européen. Voilà. Bon.
Retour de la paix. Hein, voilà. Bon, il a perdu la guerre parce qu'il va pousser l'Ukraine vers l'ouest. Deux, en définitive, l'OTAN, dont notre président actuel a dit qu'elle était en mort cérébrale, a montré qu'elle n'est plus du tout en mort cérébrale et que tous ceux qui avaient encore des états d'âme sur la valeur ajoutée de l'OTAN, ça on me le disait en Allemagne, quand j'allais en Allemagne, on me disait mais non, l'OTAN sert à rien, c'est la paix, on n'a plus besoin, etc. Bon, ceux-là, je les entends plus, hein, voilà, c'est fini. Hein. Et puis les Finlandais et les Suédois qui ne sont pas dans l'OTAN veulent maintenant adhérer. Parce qu'ils ont compris quelle était la valeur ajoutée d'une alliance qui fonctionne face à un agresseur potentiel. Voilà. Donc l'OTAN se renforce là-dessus et la Russie va être un pays paria parmi les nations dans les années à venir. Dommage pour le peuple russe, parce que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. Le peuple russe, oui. Le peuple russe, effectivement, d'après ce qu'on sait, parce qu'il n'y a pas de sondage digne de son nom en Russie, serait massivement pour. Mais c'est normal, ça fait 20 ans qu'on lui lave le cerveau tous les jours. Donc à un moment, on y croit. Voilà. Pour revenir par rapport à l'OTAN, j'entends quand même autour de moi des personnes qui disent que ça nous rend quand même trop dépendants des États-Unis et donc que c'est dangereux pour nous et qui se demandent finalement qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'armée européenne. On en parle par rapport à cet aspect. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ce serait bien justement dans cette situation? Alors, très simple. Les Américains, ils ne demandent qu'une chose, c'est de plus s'occuper de l'Europe. Parce qu'ils ont un adversaire qui s'appelle la Chine de l'autre côté. Et c'est Obama, premier mandat d'Obama, qui a déjà fait ce qu'on appelle le pivot vers la Chine. Ils disent aux Européens, financez votre propre sécurité. Le problème, ce n'est pas la France, le problème, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, nos amis allemands, depuis la chute du mur, ils ont désinvesti sur notre sécurité. Notre sécurité. Pas simplement la leur, la nôtre aussi. Et donc, oui, c'est un problème européen. Mais les Allemands ont réagi, là, massivement. Les deux partis qui sont les principaux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le SPD, qui sont les sociodémocrates, et les Verts, qui étaient absolument pacifistes, aujourd'hui, c'est des militaristes. Ils ont déjà débloqué 100 milliards pour rééquiper l'armée allemande, etc. Ça, un virage à 180 degrés à une vitesse hypersonique. Alors, mais ça discute beaucoup dans la nation allemande à cause de ça. Donc ça, c'est la première chose. Non, on ne sera pas dépendant des Américains si on assure notre propre sécurité. L'armée européenne, c'est un leurre. Parce que si vous êtes démocrate, vous êtes pour le fait que s'il y a une armée européenne, il faut qu'il y ait un commandant en chef qui soit légitime démocratiquement. C'est-à-dire qu'il y a un commandant en chef qui dise « maintenant on tire ». Et je dis bien commandant en chef, je ne dis pas 27 chefs d'État qui se réunissent la nuit à 3h du matin à Bruxelles en se disant « pas bien réveillé, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il faut qu'on tire ». C'est pas ça. Je veux dire, la sécurité, c'est des choses où on décide. Voilà. Et donc, effectivement, il faut un commandant en chef. Ça se fait à travers quoi? À travers la Constitution. Oui, peu importe. Moi, je ne sais pas si c'est une vraie fédération, si c'est quelque chose entre une fédération et une confédération. Bon. Il faut une Constitution qui dit qui fait quoi. La Constitution, c'est le mode d'emploi de l'État national, mais ça peut aussi être le mode d'emploi d'une construction européenne, mais qui définit qui fait quoi. Voilà. Et ça, il le faut. Bon, il y avait un projet français de constitution européenne de Giscard, avec sa convention, etc. 2005, on a dit, oh non, on n'a pas besoin de ça, on l'a refusé. Alors c'est assez marrant, à l'époque on était 28, 28, il y avait 26 qui avaient ratifié. Et la grande nation française a dit, mais j'en ai rien à foutre que vous ayez ratifié le traité ou pas. Vous ne l'appliquerez pas. Alors c'est super démocratique, mais on sait donner des leçons de démocratie aux autres. Évidemment, dans un système fédéral, on a appliqué le traité. Que les Français soient pour ou contre. Ils pouvaient partir s'ils n'étaient pas contents. Oui. Mais après, du coup, avec le traité de Lisbonne, on a quand même repris les grandes lignes du. C'est pas une constitution. Oui, c'est pas une constitution, mais
Non, non, il y a des tas de mécanismes qui sont, notamment en matière de défense et de sécurité, qui ont été mis de côté. On a traité ce qu'il fallait traiter en termes d'économie. On n'a pas traité ce qu'il fallait faire pour la santé, on a vu avec la crise sanitaire. On n'a pas traité ce qu'il aurait fallu traiter en termes d'éducation. On le voit bien, Erasmus c'est une béquille pour l'éducation, une belle béquille, mais c'est une béquille. On a besoin d'autre chose en termes d'éducation pour le futur. Voilà. Donc c'est un ersatz. Voilà. Mais qu'un ersatz. C'est un des mots allemands qui est rentré dans la langue française. Avec le système de consensus, c'est difficile d'arriver à 28 pays qui sont d'accord pour que les droits européens priment sur leurs droits. Mais ça remonte à la nuit des temps. Excusez-moi. Depuis la nuit des temps, déjà à Athènes, effectivement, le traité international passé entre deux cités primait sur le droit local de la cité. Rien voir, ça ne se discutait pas, parce que sinon il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble. Et quand j'entends, effectivement, j'énonce des gens qui disent qu'il faut qu'on fasse une loi qui s'interpose entre les traités européens et la Constitution française, je dis, mais ils n'ont rien compris en relations internationales, ces gens-là. Il n'y a pas de relations internationales si les traités internationaux ne brisent pas le droit local. Voilà, c'est ultra simple. Et je pense qu'on peut très bien l'expliquer. Pour ceux qui ont peu d'expérience de copropriété, si vous êtes dans une, ou simplement si vous êtes en colocation ensemble dans un appartement, si vous fixez une petite charte du fonctionnement de la coloc, et puis vous dites, ah oui, mais la charte, elle s'arrête à la porte de ma piole. Vous n'allez pas vivre avec vos autres. Voilà, c'est ultra simple. Encore, en copropriété, c'est la même chose. Si vous dites, ah ben le règlement, il s'applique juste au couloir. Voilà. C'est absurde. C'est tellement absurde que, les gens, quand même, ne comprennent pas. C'est dommage. Comment je vérifie? Ouh là là, elles sont derrière là-bas. Elles vous attendent, c'est pour ça. Les règlements climatiques. Là, j'ai trouvé un graphique intéressant. Donc, vous êtes dans la tranche ici. Je vais dire en arrondissant 20-29. Voilà. 20-29. Donc, effectivement, vous allez déboucher vers la fin de votre vie, 2071, voilà, à 2,5 degrés. Voilà. Ça, c'est parti. Sauf à ce qu'on change radicalement les données. Mais là, on n'est pas parti pour changer radicalement les données, je peux vous dire. Voilà. Donc la réponse, c'est quoi? C'est le pacte vert européen. C'est déjà ça. Non, c'est déjà ça. Derrière, il y a tout un bataillon de directives dans le FIT 55 qui ne sont pas passées, qui ne sont que des projets. Mais si on ne fait pas ça, mais moi je dis de toute façon, le climat, ce n'est pas nous, Européens, qui allons le sauver. On est trop petits. Ceux qui vont sauver le climat, c'est les Chinois et les Américains. Et si eux ne bougent pas, ce n'est pas la peine qu'on s'excite. Ça ne sert à rien, sauf à se mettre dans des positions fragiles, à fragiliser notre industrie, à fragiliser nos produits, parce qu'on les renchérit. Il faut le dire clairement. Sauver le climat, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis. Personne d'autre. Par contre, ce que nous, on devrait faire, c'est sauver la biodiversité sur le continent. Qui sait qu'il y a une COP biodiversité à côté de la COP climat? Ah ben voilà, quand même une, vous sauvez l'honneur du groupe. Bravo. Il y a une COP biodiversité qui se réunit à Genève, qui s'est réunie il n'y a pas longtemps. La presse n'en parle pas. Or, la biodiversité, les petits insectes qui, tous les soirs quand je roule en voiture, viennent se suicider sur mon pare-brise, je peux les sauver, sans les Chinois, sans les Indiens et sans les Américains. Parce que ça se joue dans mes prairies, dans mes forêts, etc. Et on ne fait rien. On se trompe de cible. Et les jeunes là, qui descendent tous les vendredis, pas trop en France, mais en Allemagne, je les vois massivement, tous les vendredis après-midi, manifester pour le climat, chaque fois que je les rencontre, je leur dis biodiversité.
hein, parce que vous n'allez pas sauver le climat tout seul. Mais la biodiversité, vous la sauverez tout seul, si vous vous engagez pour ça. Hein. Ok, biodiversité, message est passé, j'espère. Modèle social européen. En Europe, on arrive, non pas avec les cigognes alsaciennes, mais on est dans un hôpital, sauf si m'avance à d'autres pratiques qu'on veut faire. On va après dans une école maternelle en France, un jardin d'enfants en Allemagne, etc. hein. Mais là, il faut déjà dire que ça s'arrête. Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de place pour tous les enfants en crèche ou en jardin d'enfants. Mais c'est une volonté démocratique de l'Allemagne. Vous n'avez pas de majorité dans les parlements locaux, régionaux et parlements fédéraux pour dire qu'il faut que toute la cohorte soit accueillie en crèche et en jardin d'enfants. Il n'y a pas de volonté pour ça. Il faut en tenir compte. On s'incline devant nos souverains qui ne veut pas de ça. Voilà. C'est le cas en France. Après, on va dans une école primaire, en règle générale entre 6 et avec une scolarité obligatoire, donc jusqu'à 16 ans, où théoriquement on apprend à lire, à écrire, à calculer. Hein, voilà. Sauf que cette école produit, au niveau européen, plus de 10% de rebut, c'est-à-dire de décrochage scolaire. Nous, en France, on est dans la moyenne, 10% à peu près. Certains pays sont à 15%, hein, mais d'autres pays ne sont qu'à 5%, ce qui est à peu près normal. Hein. Alors, quel pourrait être un de ces pays à 5%? Les pays nordiques. Faux. Les Finlandais sont bons pour PISA. Mais PISA, c'est le collège. Ok. Et ils ont 15% de décrochage. Ah oui. La Pologne. Comment les anciens communistes? Oui, oui. Oui. Voilà. Ils ont mis en place des mécanismes qui ne sont pas les nôtres, d'accord, mais des mécanismes qui font effectivement réduire le décrochage. D'abord, le chef d'établissement, c'est le leader pédagogique. C'est lui qui recrute les profs et c'est lui qui les vire. Attention. Deuxièmement, on finance les écoles par une subvention à la tête d'élèves. On compte le nombre d'élèves au 1er septembre, on compte le nombre d'élèves au 30 juin. Si vous avez perdu 10% de vos effectifs, l'année suivante, vous avez 10% de budget en moins. Eh bien, on ne perd plus personne en cours de route. Hein. Plus personne. Voilà. Je ne dis pas que ce modèle, on peut l'importer en France. Hein. Ça me semble très difficile. Hein. Mais ça existe. Il y a des solutions pour ça. Hein. Donc, il faut réfléchir à ça. Hein. Voilà. Quand on va faire des études supérieures, on a, dans tous les pays européens, un système de bourses, de prêts, etc., pour que même les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés puissent, souvent en travaillant en plus des études, effectivement, mais ils peuvent faire des études supérieures. Pendant la campagne électorale, la dernière campagne électorale aux États-Unis, je regardais CNN ce soir, comme ça, en rentrant, et puis on interviewait un boucher texan devant son magasin, beau magasin, grosse bagnole devant, voilà. Et puis, une personne qui a à peu près entre 55 et 60 ans, le reporter tout à coup lui dit, quelle a été la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre pendant votre vie? Alors le gars, il se gratte un peu la tête, et tout à coup il dit, ah ouais, c'est quand notre dernier fils voulait aller à l'université. Eh bien, ma femme et moi, on a préféré changer notre contrat de protection maladie plutôt que d'envoyer nos fils à l'université. Voilà. Aucun Européen, aucune Européenne ne se pose cette question. C'est ça la différence entre le modèle social européen et un petit modèle social américain. Quand on a du boulot, on a une assurance maladie, on a une assurance accident du travail et on cotise pour la retraite. Voilà. On a la malchance d'être au chômage. Oui, monsieur, merci. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. On est au chômage
on est aidé, plus ou moins. Plus ou moins. Hein. En France, on a réformé récemment le système. Hein. En Allemagne, il est très étroit, hein, effectivement. C'est un des moins généreux. Hein. Voilà. Mais ça existe dans tous les pays. Et puis, quand on a atteint l'âge de la retraite, grosse discussion récemment en France, là encore, etc. Moi, je ne comprends pas hein, cette histoire de départ de l'âge de la retraite. Hein. Ouais. Mais non. Soit on dit, il faut 40 trimestres. Bon, celui qui a commencé à bosser à 16 ans, il les a avant les autres, qui ont commencé à 25 ans. Hein. Ou on dit 42, ou peu importe. Mais pourquoi on parle de l'âge? Du moment qu'ils ont rempli le contrat. Le contrat, c'est de produire des trimestres. Ça me dépasse. Allez-y. Je pense que c'est un champ aussi, 65 ans c'est l'âge maximal, c'est-à-dire si quelqu'un a commencé à travailler à 35 ans, ça fait de très longues études, il ne va pas s'arrêter à 75 ans. Mais si, c'est absolument possible aujourd'hui. À 75 ans, ça fait quand même très tard. Mais c'est son choix. Non mais comment ça se passe dans les autres pays? Dans les autres pays européens, hein, ils ont aussi un système qui dit tant de trimestres. Hein. Bon, mais si vous avez fait que 80% des trimestres, vous avez 80% de la retraite. Ok? Il n'y a pas de limitage. À 35 ans, vous pouvez partir à la retraite. Ouais, mais à 35 ans, vous aurez que 25% peut-être de votre retraite. Hein, voilà, c'est ça. Mais on se complique la vie, là. Hein. Ça, c'est vraiment, on reconnaît l'esprit français. Hein. Voilà. Hein. On a un saucisson, hein, puis on va le couper en rondelles. Hein. Voilà, trimestre par trimestre. Voilà. Et après, on a perdu de vue que c'était un saucisson, hein, parce qu'on s'est noyé dans les rondelles. Mais il faut quand même si je suis globalement d'accord avec vous, je trouve qu'il y a quand même des professions qui demandent des études très longues et Oui. qui sont quand même des carrières aussi nécessaires pour la société. Par exemple, je prends le cas d'un médecin. Oui. Bon, c'est vrai qu'à un moment, il perçoit une rémunération comme lui interne, etc. Mais ce serait normal que peut-être lui, il ait un peu moins de trimestres à faire par rapport Ah non. Hey, la nation a investi dans ses études. Il rembourse la nation. Ah non, mais je ne suis pas d'accord du tout. Il faut un minimum d'égalité entre les citoyennes et les citoyens. Hein, parce que ces études de médecine, il ne les a pas financées principalement de sa poche. Hein. Donc il fait ses 40 trimestres. Et est-ce que Non, mais vous privilégieriez un système où justement on paye du coup carrément les études, mais dans ces cas-là on fait une durée moindre si on choisit de faire des études longues, si on les rémunère? non, mais moi je pense que c'est pas ça. La solution, c'est quand même effectivement que chacun remplisse son contrat de travail. Et puis avec l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui, quand même, l'espérance de vie qu'on a. Hein, on a gagné 10 ans ces dernières 20 ans. Mais ça dépend des métiers aussi, des professions. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis celui qui a démarré très tôt. Moi, la pénibilité, il faut la prendre en compte. Ça me semble tout à fait évident. Hein. Vous savez, j'ai dans un lointain passé été aussi membre de l'armée de l'air française. Hein. Bon, 7 ans, hein, pas beaucoup. Hein. Donc en fait, j'ai 7 annuités pour ces 7 ans qui étaient militaires. Mais en réalité, j'ai 8 parce que j'ai fait 180 heures de vol de guerre. Et 180 heures de vol de guerre, c'est dans la guerre froide. Hein. C'était l'équivalent d'une annuité. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on sait faire dans l'armée de terre depuis la nuit des temps, même depuis qu'on s'est volé. Hein. Mais ça, on peut le faire pour la pénibilité. C'est de dire que quelqu'un qui a un travail pénible, hein, avec ses 4 trimestres par an, on lui met un 5e trimestre, et voilà, et on règle. Non, mais je veux dire qu'il ne faut pas être sorti ni de politique, ni de l'ENA, hein, pour trouver des solutions concrètes, pratiques. Il suffit de discuter avec les gens. Hein. Donc la retraite, hein, alors, dernière étape, hop, là, non, ça a été trop vite, hein, hop, je reviens, ben, c'est le grand âge pour laquelle on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, alors qu'on sait que de toute façon, et puis le rapport qu'on a sur les EHPAD a montré la situation catastrophique qu'on a en France, mais c'est général en Europe. Hein. On vieillit à la vitesse qu'on fait, nous aussi, nous Français. Hein. Donc effectivement, il faut impérativement mettre sur pied. Bon, les flux migratoires, hein, effectivement, ce qui a foiré, c'est ça, c'est des politiques d'intégration.
C'est ça qui a foiré en France. On a dépensé beaucoup d'argent dans les politiques de la ville. Moi, j'ai vu ça de près à un certain moment dans ma carrière. Beaucoup d'argent, mais qui n'a pas été utilisé intelligemment pour faire de l'intégration. Il faut faire de l'intégration, pas de l'assimilation. L'assimilation culturelle, c'est complètement aberrant. On a la chance d'avoir des gens qui sont biculturels. Mais il faut l'expliquer. Moi, je ne comprends pas qu'on n'enseigne pas l'arabe, mais pas l'arabe classique comme on fait dans quelques collèges. L'arabe de tous les jours, parce que ce seront des vendeurs français qui iront vendre au monde arabe nos produits. Mais à dire, ah non, non, oh là, on ne peut pas enseigner, c'est complètement absurde. C'est comme ici, on se bat depuis 1922. En 1922, Robert Schuman a fait un discours ici, dans le coin, devant le président de la République de l'époque et le président du Conseil des ministres, pour leur dire qu'il faut que les petits Alsaciens et les petits Mosellans doivent être scolarisés, bilingues, français-allemand. Parce que c'est ça qui sera important pour l'économie de la région. Voilà, on ne l'a pas fait, on ne le fait toujours pas. Et là, on peut multiplier les exemples. Et puis, transformation numérique, ça c'est sûr. Vous allez être touché de plein fouet de ça. Effectivement, on a une accélération. La révolution industrielle a commencé avec la machine à vapeur, ça a mis un siècle. Deuxième révolution industrielle, c'est l'électricité, 70 ans. Troisième révolution industrielle, c'est l'informatique de gestion lourde, aux ordinateurs, etc. Ça, grosso modo, mis 30 ans. Maintenant, on est dans la quatrième, ça ne va pas mettre 30 ans, ça va mettre peut-être 10 ans. Et tous les métiers sont touchés. Tous les métiers sont touchés, quelle que soit l'activité. Et ça, effectivement, c'est un problème sur lequel il faut. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le numérique. Vous ne pouvez pas. Si vous la faites, vous serez très vite hors cause. Pas employable, on va dire méchamment. Et puis, ça vous l'avez compris, des informations. Mais c'est rien de nouveau. Rien de nouveau. À Athènes déjà, j'ai perdu le nom du philosophe en question, un des grands philosophes bien connus, mais je me souviens, mais c'est pas Socrate, alors c'est un autre, je ne me souviens plus lequel. Dans ses mémoires, dit c'est quand même intolérable que les hommes politiques sur l'agora nous mentent. C'est insupportable. Il faut que ça change. Voilà, c'était la définition des fake news. Ça n'a rien changé depuis. Sauf que, évidemment, là, on a du numérique. Et qu'on a des fermes de propagande, de fake news, etc. Voilà, c'est ça qui change tout. Voilà. Et maintenant, la conclusion, c'est pour vous, je vous la laisse lire. Je pense que vous êtes tout à fait concerné par le message de Robert Schuman. Donc, je compte sur votre enthousiasme, lui aussi. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Peut-être que vous avez quand même des questions.